Voilà, donc on a fait le tour des compétences de vie essentielles. 1, 2, 3. On a fait le tour des compétences de vie enseignant en maternelle. Alors, ça ne fait pas... Enfin, il y a déjà beaucoup de choses, en fait, hein, qui permettent là, de stratégies proactives pour éviter des troubles du comportement. Mais il reste aussi on va dire, des difficultés qui sont plus fréquemment liées à l'autisme et qui provoquent du coup des troubles du comportement qui sont aussi plus spécifiquement liés à l'autisme. Et on va voir du coup, parmi ces difficultés, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, quelque chose qui peut être difficile pour des enfants, beaucoup plus que pour des enfants ordinaires, c'est les transitions. Accepter le non, même si on l'a déjà un peu vu, abandonner un renforçateur, le fait voilà, qu'il peut avoir des stéréotypies, des autostimulations importantes qui empêchent l'enfant de s'engager dans les apprentissages comme il le faudrait, des problèmes d'échappement, même si on a déjà vu beaucoup de choses liées au suivi de consignes, et puis l'hypersensibilité à certains paramètres de l'environnement. Donc, c'est de plus en plus connu que les personnes porteuses d'autisme peuvent avoir des déficits sensoriels associés. Et donc, c'est important de pouvoir en avoir une connaissance de ces déficits sensoriels ou de ces particularités sensorielles. Et du coup, de pouvoir soit faire en sorte qu'il y ait une habituation parce qu'il y a des situations que la personne ne pourra pas éviter dans sa vie, ou soit faire en sorte d'éviter ces situations tout simplement. Donc là, voilà, si on reprend, voilà, ces difficultés liées à l'autisme dont on va voir les stratégies juste après, plus les compétences de vie en maternelle, on voit qu'on a couvert en fait ce qui est attendu des compétences de vie essentielles pour un adulte, c'est-à-dire faire des demandes, on l'a vu comment l'enseigner, attendre, on l'a vu aussi, accepter le retrait d'activité, on l'a vu, faire des transitions, on va le voir, partager, on l'a vu, attendre son tour également, faire 10 tâches brèves consécutives acquises. Donc ça, on ne l'a pas spécialement vu, mais c'est vraiment là, c'est vraiment pour le coup de l'enseignement, de pouvoir faire des tâches et de les enchaîner. Ce n'est pas vraiment une stratégie de gestion de problèmes de comportement. Accepter le non, donc on va le voir, on l'a déjà vu en partie. Suivre des consignes liées, enfin voilà, tout ce qui est suivi de consignes liées à la santé et à la sécurité. On a vu tout ce qui concernait le suivi de consignes. Donc, entre ce qu'on va voir et ce qu'on a vu, on aura aussi passé en revue ces 8 compétences essentielles à une vie adulte. Donc, à ces compétences qu'on a vues dans les compétences de vie, plus celles qu'on va aborder, s'ajoutent également des troubles fréquents qui sont associés à l'autisme, enfin, voilà, chez les enfants qui en sont porteurs, notamment des troubles du sommeil. Et donc, il existe aussi des stratégies pour, selon qu'il y ait des difficultés à l'endormissement, des réveils nocturnes, des réveils très tôt. Enfin, selon ces différentes problématiques, il existe aussi des stratégies pour pallier aux troubles du sommeil. Mais bon, je ne vais pas avoir le temps là, ça demande un atelier en soi. Je ne vais pas rentrer dans toutes les stratégies de gestion du sommeil. Ensuite, il existe également chez certains enfants, des troubles liés à l'alimentation, notamment de l'hypersélectivité. Donc, l'enfant ne veut manger que certains aliments, ou que certaines textures, ou que certaines couleurs. Et ce qui restreint considérablement donc, le répertoire d'aliments qu'il tolère. Et ça, c'est un problème parce que déjà, c'est un casse-tête pour les repas, mais ça peut aussi entraîner des carences pour l'enfant. Et ça restreint aussi l'accès à d'autres environnements comme manger à la cantine de l'école, pour les parents aller chez des amis et manger ce qui est proposé ce qui est cuisiné par les amis. Enfin, voilà, il y a toute une série de contraintes liées aux problèmes d'alimentation qui font que si on ne les règle pas, on diminue en fait les opportunités d'évoluer dans un environnement varié pour l'enfant. À ce sujet, donc, je vais vous présenter rapidement un document donc, disponible sur le site ABASD Info, comme l'était le EF. Donc, c'est un document c'est un programme en fait pour montrer comment en amont on peut faire en sorte je ne vais pas dire peut-être régler les troubles alimentaires parce que souvent c'est complexe et on ne peut pas juste faire une petite stratégie de prévention, mais en tout cas des stratégies antécédentes qui peuvent un peu
parfois pour l'enfant dédramatiser les situations de repas et puis permettre que les choses se passent de manière moins stressante pour tout le monde. Parce que c'est aussi souvent le sommeil, l'alimentation, la propreté, c'est des points de focalisation des familles parce que c'est des compétences importantes qui demandent beaucoup d'énergie de la part de la famille, qui peuvent être longues à acquérir. Et c'est pas des choses où on se dit, bon, je sais pas, il apprend à écrire ou pas à écrire, c'est pas grave, on fait l'impasse. Mais le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de soi, des choses comme ça, c'est tous les jours, on va y être confronté parce que c'est des gestes obligatoires de la vie, en fait. On ne peut pas ne pas dormir, on ne peut pas ne pas manger. Et donc, tous les jours, les parents vont y être confrontés. Et donc, c'est très important de pouvoir mettre en place des interventions efficaces à ce niveau. Donc voilà, le document que je présente, c'est un document qui est extrait du site d'Olivier Bourgueil, donc ABASD Info. Hein, vous retrouvez le lien sur le diapositive. Et donc, c'est on va dire, voilà, c'est un programme vraiment de gestion d'antécédents pour des problèmes alimentaires. Je répète que ça ne suffit pas, que quand il y a des troubles alimentaires, il faut bien sûr avoir recours à des spécialistes, déjà voir s'il n'y a pas des problèmes médicaux qui sont associés, peut-être même des problèmes dentaires, du reflux gastrique, enfin, il peut y avoir voilà, beaucoup de choses médicales qui sont associées, donc il faut surtout ne pas se dire que ça suffit, mais en tout cas, ça permet pour certains enfants qui ont un peu une aversion pour des aliments et pour des textures, de les familiariser peu à peu, doucement et sans forcing en fait à se familiariser avec tout ça. Donc en fait, ce programme, il a été adapté, hein, comme c'est écrit du livre Just Take a Bite de Laurie Ernstmerger en 2004. Et donc l'objectif, c'est de familiariser l'enfant avec les aspects sensoriels des aliments. Et donc, il présente vraiment une variété de contextes dans lesquels ça peut être travaillé avec des idées. Donc, l'enfant, ce serait bien, par exemple, qu'il commence à avoir des petites responsabilités autour du repas, qu'il soit associé à la préparation des repas, au fait de mettre la table, d'amener le repas à table, de servir, soit se servir elle-même, soit de servir la famille, de débarrasser la table, de nettoyer, ranger la vaisselle, remplir, vider la vaisselle, enfin, tout ce qui peut tourner autour du repas. C'est bien aussi lors de jeux, de jouer par exemple à la marchande avec des aliments en plastique. Enfin, c'est encore un moyen de parler de ces aliments sans qu'ils aient un caractère aversif. De faire des chansons, voilà, tous les légumes au clair de lune, enfin, des choses comme ça, rigolotes autour des aliments. On peut déjà aussi commencer à voir au niveau justement des caractéristiques des aliments, est-ce que la personne elle mange plus facilement des choses cuites, crues, de quelle couleur, plutôt dures, plutôt molles, plutôt croustillantes. Donc on peut déjà aussi voir un petit peu les aspects sensoriels. Au niveau des activités, en fait, pour y aller en douceur, on va d'abord, par exemple, demander à ce que la personne elle soit juste en présence des aliments. On ne demande pas à ce qu'elle les touche ni qu'elle les goûte, juste accepter la présence d'aliments. Donc au début, peut-être au bout de la table, et puis de plus en plus proche. On peut jouer à cacher les aliments dans des récipients, puis à ouvrir, voir est-ce qu'on avait bien deviné que c'était cet aliment ou qu'il était caché dans ce récipient-là. De préparer, de proposer à la personne de choisir une recette, qu'on la prépare ensemble. Elle n'est pas obligée de manger ce qu'elle a préparé, juste qu'elle soit déjà associée à tout ça. Qu'elle participe à venir au supermarché faire les courses, si ce n'est pas un environnement trop stressant, bien sûr. Au supermarché, ce qui est bien, c'est que du coup, ce soit des situations où l'enfant il peut choisir. Il va aller choisir son paquet de gâteaux préférés ou il va suivre une petite liste de courses. Enfin, il peut avoir une petite responsabilité autour de ça. Et puis, après, on va passer à une deuxième étape, quand on est resté un petit peu à distance, comme ça, des aliments, qui va être de toucher l'aliment. Alors, on est vraiment dans une procédure de pairing, donc on ne va pas forcer la personne à toucher les aliments. Donc on va essayer, au début, on va lui dire ok, tu peux toucher avec une spatule qui a un long manche, on peut toucher comme ça l'aliment au loin, puis après avec une cuillère qui a un plus petit manche, et peu à peu toucher pour de vrai. C'est toujours la même logique, essayer de penser la chose de manière suffisamment
graduel pour que l'enfant il n'y voit pas une grande étape et que ça ne l'effraie pas et que ça ne crée pas un recul de sa part. Et si on y va suffisamment progressivement, si on réfléchit suffisamment à découper la progression du point A au point B, normalement on peut arriver à ce que les choses se passent en douceur. Puis après, voilà, on va essayer de ce que la personne le touche avec les doigts. Après, on peut faire aussi un travail au niveau des odeurs, demander à ce que la personne elle sente les aliments pendant la préparation des repas. Au début, pas forcément ce qu'elle mange, puis après, peut-être pendant les repas. Des aliments habituels, puis des aliments moins habituels, etc. Donc voilà, c'était un petit programme qui décrit pas mal de choses qui peuvent être faites en antécédent, en fait, autour des aspects sensoriels des aliments qui peuvent parfois être problématiques. Donc, parmi ces problématiques fréquemment associées à l'autisme, donc on a vu voilà, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, il y a aussi des troubles obsessionnels compulsifs, il y en a d'autres. On n'aura pas le temps de les passer en revue en détail, mais il existe à chaque fois des stratégies comportementales pour pouvoir améliorer, voire régler les problèmes. Et j'insiste sur l'importance du bilan médical en ce qui concerne le sommeil et l'alimentation. On ne peut pas mettre en place des stratégies sans savoir qu'il y a un trouble médical derrière et que parfois voilà, une équipe pluridisciplinaire, ça peut être utile pour ce genre de problématiques.